Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons le cycle intitulé Comment combattre l'islamisme. Aujourd'hui, on fera un zoom sur les mesures concrètes à prendre en France et la vidéo suivante sera dédiée aux mesures concrètes à prendre dans les pays de l'Afrique du Nord. Alors, en préalable, je voudrais rappeler quand même 3 points importants qui ont été examinés dans la vidéo précédente et qu'il faut toujours garder à l'esprit, sinon on risque de faire fausse route et de heurter des sensibilités ou de créer des faux espoirs. La première, c'est que il est impossible d'envisager ne serait-ce que le début de la solution avec en maintenant les progressistes au pouvoir. Il faut absolument les sortir du pouvoir pour être en mesure de régler le problème. Ils vont tout bloquer de toutes leurs forces puisqu'ils ne sont pas venus ici pour préserver la France ou la protéger. Ils participent d'un projet de destruction de ce pays. Deuxième hypothèse très importante, c'est que toute solution au problème de l'islamisme en France sera par définition habitée par l'injustice. Elle sera habitée par une certaine dose de, je ne dirais pas d'arbitraire, mais une certaine dose, par un recul des droits et des libertés. On ne peut pas combattre l'islamisme en France par la bienveillance ou la gentillesse. Pour être très concret, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il faudra comprimer l'islam de France, qui d'ailleurs n'existe pas, je devrais dire comprimer l'islam pratiqué en France, comprimer cette communauté musulmane, ces 10 millions de musulmans en France, les empêcher d'exercer l'islam tel qu'il se doit d'être exercé, c'est-à-dire un islam complet avec tout le culte, le ramadan, les dogmes et tout ça. Il faudra arriver à s'obliger soi-même, l'État français, la société française, à admettre qu'il faut appliquer une certaine violence, symbolique, bien sûr immatérielle, mais une violence quand même, sur tous les musulmans qui veulent réellement vivre leur foi musulmane dans toute sa plénitude. Eh bien, il faudra se rendre compte que c'est impossible en France. Sinon, tout l'édifice s'effondre. Donc, très important cette notion que la solution sera par définition injuste, frustrante, et qu'elle ne sera pas pleinement humaniste. Ceux qui vous disent le contraire, eh bien, ils vous mentent. La troisième hypothèse, c'est qu'on ne réglera pas le problème si on se contente d'une approche de spécialiste, de technocrate. On ne pourra pas régler le problème en s'appuyant seulement sur des actions de police, ou sur le volet judiciaire, ou culturel, ou même cultuel. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, vous pouvez faire un concordat avec les islamistes, vous pouvez même créer tous les conseils du culte que vous voulez, en les obligeant à suivre une feuille de route extrêmement sympathique à la laïcité, extrêmement moderne et modérée, humaniste. Vous pouvez vous faire plaisir théoriquement, mais vous n'aurez jamais la paix, la tranquillité, si vous ne prenez pas en compte la civilisation islamique qui travaille en sous-marin. Comme je vous l'ai dit avant, dans l'autre vidéo, l'islamisme n'est que le sommet de l'iceberg. L'iceberg en tant que tel s'appelle la civilisation islamique, ou on peut l'appeler aussi la civilisation du Maghreb, qui est un univers à part. Et cet univers ne cessera de vous surprendre, chers amis français, chers amis européens, puisque comme je vous l'ai dit, les civilisations n'aiment pas la promiscuité. Ils n'aiment pas trop l'intimité excessive. Ce sont des êtres jaloux, des êtres qui ont un mauvais caractère. Ils préfèrent garder leur distance. Donc vous pouvez à la limite imaginer de régler l'islamisme d'un point de vue technique, judiciaire ou même cultuel, comme je viens de le dire, mais la civilisation musulmane, islamique de France peut toujours vous surprendre. Aujourd'hui, elle vous surprend avec l'islamisme, qui est une manière d'embêter la France, de créer une nuisance, de dire « Regarde, je suis là, je ne suis pas d'accord avec toi, avec ton mode de vie, avec ta laïcité, avec ta supériorité matérielle et scientifique. » Demain, ce sera autre chose. Ça pourra être autre chose, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Et jusqu'à présent, ça a été le phénomène de la violence du quotidien, le phénomène racaille, que je lis, moi, comme une espèce de bras d'honneur fait par cette civilisation maghrébine ou musulmane de France, faite à la civilisation française pour lui dire je suis là, je te mets au défi et je n'accepte pas ma subordination à toi, je n'accepte pas ton statut de civilisation autochtone, dominante, mainstream, qui donne l'accès au statut social et au symbole du pouvoir pour travailler dans une grande entreprise, pour participer de la vie politique, pour diriger un pays. Il faut professer cette civilisation française jusqu'à présent, ça peut peut-être changer. Et la civilisation musulmane ou maghrébine a toujours été en deçà.
parce qu'elle est réputée immigrée, venant d'ailleurs, fuyant la misère, installée dans des quartiers qui sont dits des quartiers périphériques, qui n'a pas la même force symbolique en France. Je veux dire, si vous voulez avoir un bon job en France, dans une boîte du CAC 40, faut pas parler l'arabe. Il faut pas parler verlan, il faut parler un bon français de Descartes, sans faute d'orthographe. Il faut avoir les codes subliminaux, les codes non verbaux de la bourgeoisie française, qui ne s'apprennent d'ailleurs nulle part. C'est le capital social de Monsieur Bourdieu, et ainsi de suite. Donc cette civilisation maghrébine, elle a compris ça. Je dis c'est un être collectif, hein. Je ne parle pas des individus. Et elle a réagi de la manière la plus bête qui soit, mais c'est une réaction, il faut l'accepter telle quelle, par le phénomène de la racaille, de la délinquance, qui est une véritable anarchie, une véritable insurrection contre la France, contre cette inégalité entre les civilisations. Quand on vous casse la gueule, eh bien on vous dit qu'on est égal à vous, sinon plus fort que vous. Quand on vous casse la gueule, on vous annule votre supériorité, votre diplôme, votre manière de parler le français de manière châtiée, votre statut social, vos origines, votre roman national ou familial. Le type qui vous casse la gueule, la racaille qui vous casse la gueule, il vous dit je suis ton égal, sinon je suis mieux que toi. Et tout ton passé, ton bagage culturel ne te sert à rien. Voilà. Donc, sincèrement, j'insiste beaucoup sur cet aspect des préalables pour dire que le problème, non seulement il est complexe, mais aussi il demande réellement une vraie remise en cause des décideurs français qui peut-être m'écoutent ou du public français européen qui m'écoute. C'est-à-dire que cette résolution de ce problème-là, elle exige un travail sur vous-même, les gars. Il faut vraiment que vous compreniez la situation dans laquelle vous êtes. Ce problème de l'islamisme, c'est pas le coronavirus, hein. Il n'y a pas d'antidote. C'est pas une maladie importée, je sais pas d'où, de la Chine ou d'ailleurs, et qui va passer. Puis non, c'est un problème qui s'insère dans votre tissu mental, social, politique. Et vous allez changer à jamais. C'est une véritable rupture géopolitique, historique. À mon avis, c'est une rupture du même ordre que la Renaissance. Donc, le passage de la fin du Moyen Âge vers du passage du Moyen Âge vers l'époque moderne. C'est une rupture de ce genre-là, hein. On est dans une rupture peut-être comme la Révolution française, le XVIIIe siècle, hein, on va dire. Hein. On est dans ce type d'époque de transition où l'avant et l'après sont clairement visibles et il y a c'est la voie de non-retour qui a été prise. Alors, allons-y pour voir les solutions pratiques. En tête de chapitre, hein, je dirais qu'il faut que le fil conducteur de tout ce que je vais vous dire, il est animé par la chose suivante. Il faut absolument isoler les islamistes et tous ceux qui, en France, veulent créer une espèce de cordon sanitaire, de muraille de Chine, de tranchée infranchissable entre le corps social français et la communauté musulmane. Je vais être très précis, je pense qu'il faut être très spécifique. Toute l'idée que je vais développer, c'est qu'il faut absolument isoler ces islamistes-là, dont la vocation en France, dans la tactique en France, est de séparer la grande communauté musulmane des Français dits de souche. Dans les Français de souche, j'aime pas cette expression-là, mais bon, c'est ce qu'on a. J'inclus aussi tous les musulmans qui sont devenus laïcs, sécularisés, qui sont assimilés. D'accord? Donc j'appelle ça la communauté française. Appelons-la la communauté française. Donc il y a un projet aujourd'hui chez les islamistes, c'est comme ça qu'ils vont gagner. C'est en séparant de manière physique, c'est-à-dire en obligeant les Français à quitter leur quartier et à vivre entre eux, et en obligeant les musulmans à vivre entre eux. C'est déjà bien avancé. Et de manière aussi mentale, émotionnelle, en créant des polémiques tout le temps, avec le voile qui sépare les gens, en créant le ressentiment, d'où l'appétence extraordinaire des islamistes pour toutes les thèses indigénistes, parce que qu'est-ce que c'est que l'indigénisme sinon la création d'un ghetto mental chez les musulmans de France, chez les Africains, chez tous les qu'on appelle ce que eux appellent les damnés de la terre, et qui se sentent naturellement différents d'autrui, alors qu'ils sont dans la même galère, ils ont le même oppresseur. C'est l'État dans certains cas, c'est le grand capital, c'est les patrons voyous, c'est ça l'oppresseur. Bon. Donc, ce que font les islamistes, c'est de créer, ils veulent leur rêve et leur seul moyen, leur seule chance pour gagner la bataille, pour atteindre leurs objectifs, c'est de séparer les 10 millions de musulmans de France du reste. Donc, la communauté nationale française qui comporte les vieux Français, les Français de souche, les Français judéo-chrétiens, appelez-les comme vous voulez, et
ces musulmans assimilés, alors je ne sais pas combien ils sont, hein, je vous dis qu'en face il y a des millions de musulmans, peut-être qu'ils sont 8 millions de musulmans, et en face, de l'autre côté, il y a 2 millions de musulmans laïcs, sécularisés, qui ont rejoint la communauté française. Peu importe les chiffres, de toute façon, on n'a pas de statistiques très fiables. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est cette manœuvre-là qui est en train d'être faite par les islamistes, et toute politique réelle pour les contrer, ça doit être leur couper cette manœuvre-là, l'empêcher, l'interdire. C'est ça que je vous dis, le fil conducteur de ma réflexion, ce que je vous propose ici comme solution concrète, c'est d'empêcher ces islamistes-là de nous isoler, nous, la communauté nationale française, de nous aliéner, de nous couper des musulmans de France. Quand je dis les musulmans de France, les diasporas musulmanes de France, ce sont tous ces gens-là qui ne sont pas sécularisés. Je ne dis pas qu'ils sont islamistes, mais ils ne sont pas sécularisés, ils vivent encore dans la culture du bled, ils sont encore conservateurs, et comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, ils en sont toujours à la première génération, par le biais du regroupement familial, par le biais de la ghettoisation voulue ou subie. Ils en sont toujours à vivre entre eux et dans la première génération, parce que les gens se marient avec leur cousine du bled, donc le type peut être de la deuxième, troisième génération. S'il ramène une conjointe ou un conjoint du bled, bah, on en est toujours à la première génération. Quelqu'un qui arrive qui ne parle pas bien le français, qui ne maîtrise pas, qui regarde Al Jazeera au lieu de regarder les médias français, qui vit sur Facebook au Maroc et non pas en France, qui est toute la journée sur Skype ou sur WhatsApp avec sa famille à Casablanca ou à Marrakech ou à Alger et qui n'a pas de voisins français. Donc on en est toujours à la première génération. Donc je prends un peu de temps pour bien mettre en place ce cadre-là. Il y a ces deux blocs aujourd'hui c'est comme deux plaques tectoniques, c'est comme deux continents que les islamistes veulent et rêvent de séparer. Et ils sont bien partis pour le faire. Alors, première chose, pour éviter cette manœuvre-là, pour la bloquer, eh bien, il faut retravailler la notion de regroupement familial. Oui, je pense que vous le savez tous, il y a un lien évident entre l'immigration, l'islam et l'islamisme. D'accord? S'il n'y avait pas d'immigration de masse, il n'y aurait pas eu de questions musulmanes en France, et encore moins d'islamisme en France. Ce que je voudrais vous dire très concrètement, c'est que les islamistes, ils utilisent le regroupement familial pour faire leur politique en France. Prenez par exemple les mariages. Et ça, je parle de choses qui sont dans ma famille, donc je suis pas en train de, je n'ai pas une connaissance livresque moi du thème. Hein, parce que je n'ai pas lu ça sur Internet ou dans un livre. C'est des choses que je connais de près. Vous avez des politiques de mariage blanc qui sont devenues des véritables opérations commerciales et de prestige politique. C'est-à-dire qu'il y a des candidats aujourd'hui en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au Sénégal et ailleurs, qui ne rêvent que d'une seule chose, se trouver un conjoint ou une conjointe qui vit à Toulouse, Paris ou Francfort, et payer 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, ça dépend, pour être l'heureux élu, pour pouvoir se marier. Et il y a une telle demande que non seulement les gens payent, mais en plus ils font de la politique familiale, locale, clanique, tribale, pour être au haut de la pile. Ça se passe du coup normalement en été. Juillet et août, c'est le mois des grands mariages et des grandes transactions. Je ne m'étends pas sur le sujet. Eh bien, les islamites, ils ont tout compris. Ils vont pas ramener du bled un cousin ou une cousine pour se marier, donc pour le sauver du désespoir et de la misère. Ils vont pas ramener un type qui est laïque ou qui est... Parce qu'il y a plein de laïcs au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Hein, et ils vont pas amener un type qui est moderne. Ils vont amener un type comme eux. Un type qui a déjà ici la marque de la prière, un type azimuté, une nana azimutée, qui est dans leur obédience. Comment leur en vouloir? C'est naturel, je veux dire. Et comme le regroupement familial est devenu un droit de l'homme comme un autre, ben l'État aujourd'hui, il est bloqué, il peut pas intervenir là-dessus, parce que sinon vous avez tous les progressistes qui vont vous dire mais attendez, droit de l'homme, blablabla, Commission européenne, CEDH et autres. Eh bien, il faudra bien leur dire les gars, merde, fermez-la et laissez-nous travailler. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut sortir les progressistes. Si vous ne sortez pas les progressistes, tout ce que je dis là, ce sera inapplicable. Ben, il faudra avoir le courage et les cojones, comme on dit, de dire merde aux instances supérieures du droit européen, merde aux ONG, et refaire cette politique du regroupement familial pour la resserrer, vraiment la limiter très sévèrement. Je vous dis, vous allez causer des mécontentements, vous allez provoquer des injustices, j'en suis conscient, mais bon. C'est comme une chimiothérapie, on est en train de faire une chimiothérapie. Le mal est tellement profond que c'est pas un vaccin qu'il vous faut, c'est pas le coronavirus. Là, on est dans une chimiothérapie, ça fera mal. C'est comme ça, c'est soit ça, soit le naufrage complet. Et donc, il faudra changer ce regroupement familial pour empêcher la venue en France de gens qui sont azimutés et islamisés, tout simplement. Je ne vais pas ici détailler les détails de ma réflexion. D'une part, l'ennemi ne doit pas savoir
notre stratégie dans ses détails. Et puis tout ça, je pense, ça mérite un écrit parce que les mots, me semble-t-il, sont plus à même d'aller dans les subtilités pour pas raconter trop pour pas créer pour pas faire comment dirais-je, d'hors-sujet et créer de faux espoirs. Vraiment, je veux être très chirurgical. Ça, je le garde pour l'écrit. Mais vous m'avez compris, il faut vraiment empêcher les islamistes de se servir du regroupement familial pour augmenter numériquement les gens qui pensent comme eux au sein des familles, au sein des quartiers, et parce que ces gens-là vont devenir ils sont leurs ambassadeurs quotidiens. Quand vous avez une nana qui utilise la burqa, ben c'est un ambassadeur H24 dans la cité ou dans le métro ou ailleurs d'une vision de l'islam. Quand vous avez un type avec une barbe et la marque ici en qamis et qui ne parle que de mort à Israël, mort aux Iraniens, mort aux tyrans, vive je ne sais pas, vive le terrorisme et tout ça, ben, ce type il fait de la propagande tous les jours. Pendant ce temps-là, vous ne faites pas de propagande. Vous, le régime français républicain, vous les musulmans modérés, vous les laïcs, tout ça. Vous êtes occupés en train de travailler. Eux, ils font la propagande. Donc il faut absolument leur couper cette capacité-là de faire le regroupement familial. Je regarde mes notes parce que le sujet est sensible et je voudrais pas dire de bêtises. Encore une fois, on parle de choses très importantes et qui peuvent causer des morts. Hein. C'est de la politique, c'est de la politique et de la géopolitique. Et on est dans un moment critique de l'histoire de la civilisation et de l'histoire de France. Donc, je prends des notes pour pas. J'appelle tout le monde, tous ceux qui s'expriment, à vraiment faire le maximum de travail de préparation et à s'empêcher parfois de s'emporter ou de dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire. C'est-à-dire que il faut vraiment c'est un travail d'orfèvre. Sinon, on peut causer des remous et des conséquences à la chaîne qui peuvent nous étonner et qui peuvent coûter des vies aux gens. Deuxième mesure qui, me semble-t-il, est habitée par le bon sens, mais qui est impossible aujourd'hui dans ce monde gouverné par les progressistes, c'est arrêter le phénomène racaille. Le phénomène racaille est le principal allié des islamistes sur le terrain. D'accord? Parce que les racailles font la purification ethnique, ils font l'épuration ethnique des quartiers. Ils enlèvent les Français de souche de ces quartiers-là. Ils enlèvent éventuellement même les musulmans laïcs ou sécularisés ou les musulmans qui veulent vivre juste leur vie normale. Et ils laissent les musulmans qui viennent d'arriver du bled, qui sont complètement largués, qui ont X problèmes avec la langue française, avec l'insertion économique, avec le chômage, avec la précarité. Et ils les laissent en tête-à-tête avec les islamistes. C'est un cadeau. La racaille est un cadeau du ciel pour les islamistes. D'où l'absolue tolérance des islamistes pour la racaille. Enfin, soyons sérieux, il n'y a pas plus haram que la vie de voyous, le cannabis, l'alcool, les braquages, le vol, comment dirais-je, le recel, tout ce que vous voulez, les dérapages, enfin la vie sexuelle dissolue, s'éloigner de Dieu, tout ça, il n'y a pas plus haram. Et pourtant, vous ne voyez jamais de faits divers opposants islamistes à la racaille, parce qu'ils sont des alliés objectifs. Et je vais vous dire qui va se faire enfumer dans l'affaire, ça va être les racailles. Parce que quand les islamistes seront suffisamment forts, ils vont éradiquer la délinquance du quotidien que nos chers ministres de l'Intérieur n'arrivent pas à éradiquer en 40 ans. D'accord? Les islamistes, ils vont le faire en 2-3 jours, vous allez voir. Quand ils le jugeront utile. Pour l'instant, ils utilisent cette racaille comme une légion d'éléments toxiques, d'éléments asociaux, une légion je voudrais pas dire de gros mots, une légion de voyous qui nettoient. Et donc qui leur crée le meilleur écosystème possible. Parce que quand vous créez le vide dans les banlieues, quand il n'y a plus de Français dans les banlieues, il n'y a plus de mode de vie alternatif à l'islam radical. Et là arrivent les barbus avec Al Jazeera d'un côté, les chaînes arabes, les prêches satellitaires sur Facebook, et puis leur bagou, leur travail de terrain. Et l'affaire est pliée. Et vous vous retrouvez avec des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens qui poussent la barbe et des Maliennes qui mettent le voile, que leur mère, que leurs sœurs ne mettent pas en Afrique, elles commencent à le mettre en France. C'est des choses que vous voyez au quotidien. Alors, troisième mesure très concrète, c'est l'audiovisuel. L'audiovisuel, on va dire la communication. Certains appelleraient ça la propagande. Oui, c'est de la propagande. Sauf que c'est une propagande qui doit être faite de manière intelligente, subtile et graduelle dans le temps. L'audiovisuel, pourquoi? Parce que personne, j'insiste, personne ne parle aux musulmans de France, à part les islamistes.
Le gouvernement, l'État, la République ne parle pas aux musulmans de France. Elle fait semblant, ou qu'ils sont assimilés, donc on leur met en face Ruquier, Léa Salamé, France Inter, voilà, France Télévisions, tout ça. On fait semblant qu'ils vont regarder Koh Lanta et applaudir, ou applaudir aux blagues de Florence Foresti, je sais plus, elle m'excusera si je écorche son nom. Ou bien on estime que ce sont des grands enfants qui n'ont pas besoin de communication et de rêver, d'imaginaire et d'un cinéma et d'une presse et tout ça. On est entre les deux. Eh bien, je vous dis, hein, les musulmans de France, ils sont comme tout le monde. Ils ont un inconscient collectif, ils ont besoin d'imaginaire, ils ont besoin de rêver, ils apprécient les arts, la culture, le beau, les musées, tout ça. Ce besoin-là, il n'est pas rempli par la France, il est rempli par les pays d'origine et surtout par le Moyen-Orient, par Al Jazeera, l'Arabia, tous les canaux du Moyen-Orient qui gravitent entre le Golfe Persique et le Caire et Beyrouth. Pourquoi ces chaînes de télévision sont plus vues que les chaînes de télévision des pays d'origine, donc du Maghreb? Parce que tout le talent arabe est parti au Moyen-Orient, là où les salaires sont plus élevés. Il y a plusieurs caméramans marocains, tunisiens, algériens, qui aujourd'hui, ou même égyptiens, qui aujourd'hui vivent à Dubaï, Qatar, ou à Beyrouth, parce que les salaires sont bons, et ce qui est vrai pour les caméramans, il est vrai pour les réalisateurs, les journalistes, les scénaristes, et tout ça. Vous vous retrouvez avec le temps de cerveau disponible, pour paraphraser l'ancien patron de TF1, de 10 millions de musulmans en France, qui est externalisé, la gestion de ce temps de cerveau disponible, elle est externalisée à Doha, à Bagdad, à Beyrouth ou ailleurs. Ben après, vous pouvez pas vous, comment dirais-je, vous pouvez pas vous plaindre, hein. Donc il faut réellement une révolution copernicienne, hein, dans cet aspect-là de la communication. Il faut des chaînes. Alors des chaînes, ça peut être des chaînes de télévision hertziennes, la TNT, ou même des web télévisions, ou couplées aussi à du multiplateforme, c'est-à-dire ça peut être des sites web, des pages Facebook, enfin vous m'avez compris. Il faut un package, un bouquet audiovisuel et digital en langue arabe, berbère, kabyle, wolof, tchétchène, kosovar, comme vous voulez, Hausa, Peul, Swahili, Afghan, comment on dit la France, peut-être le Pashtun, j'ai un trou de mémoire, en Ourdou, en Tamoul, enfin, toutes les langues des diasporas de France. Vous verrez, ça coûte pas grand-chose, hein, les traducteurs crèvent de faim, donc vous aurez toujours des gens pour... ça coûte pas grand-chose. Et la diffusion, maintenant, coûte pas grand-chose, puisque la TNT, le hertzien coûte cher, je suis un homme du métier, mais le digital, une web télévision, une télévision sur Internet, ça coûte rien pour la diffusion. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile. Donc on dépense aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, plus de 500 millions d'euros sur Radio France, une radio qui a plein de mérites, mais bon, qui ne sert à rien pour régler dans la communication avec la communauté musulmane. Elle ne la touche pas, puisqu'elle parle avec les bobos de gauche et autres. Eh bien, prenez sur les 500 millions de Radio France, on peut peut-être prendre 50 millions pour ce projet-là. Et je pense que ce sera très large. Vous me direz, il y a France 24, mais France 24, c'est la radio des élites, la télévision des élites. Ce sont des gens qui ont fait Sciences Po, Paris, Aix ou je sais quoi, l'école de journalisme de Lille, donc vous voyez bien l'orientation politique, et ils parlent aux élites d'Afrique du Nord. Ils parlent aux élites marocaines, aux élites tunisiennes, égyptiennes. C'est bien, il faut faire France 24. Mais France 24 n'est pas regardée au-delà du périphérique parisien. Vous voyez, France 24, pour elle, le monde, c'est le sud de Paris, la Boulogne-Billancourt, ou je sais plus, là, ici, le Moulineau. Et après, ils font un saut, ils sont déjà au Maghreb. Ils tournent le dos aux banlieues. C'est pas, je les critique pas pour les critiquer. Je dis tout simplement que leur ADN, voilà, leur ADN, c'est pas celui-là. C'est pas parler avec l'épicier l'épicier marocain à Paris, ou avec le deuxième, troisième génération qui parle un français bizarre, ou qui écoute le rap, ou voilà, c'est pas ça. Et il ne parle pas avec les gens de mon bled à moi Bhalil, hein. Nous sommes 8000 sur place au Maroc, au Moyen Atlas. Nous sommes 3000 entre Mâcon, Montauban, Toulouse et l'Italie. Pour vous donner un peu l'ampleur, hein, et je pense que nous sommes représentatifs de la démographie de l'immigration du Maghreb aujourd'hui. Hein. 8000 au Maroc et 3000 en territoire Schengen. Bien, France 24 ne parle pas à ces 3000 personnes de mon village que nous avons envoyées en Europe.
pour des raisons, parce que France 24 parle l'arabe classique, pour commencer. C'est comme si BFM parlait le latin. Si BFM parlait le latin, son audience, elle serait de 2000 personnes par heure. Hein. C'est ça, l'arabe classique, c'est notre latin à nous, c'est une langue superbe, magnifique. D'ailleurs, je suis l'heureux lauréat du concours général d'arabe, hein, gloire à moi, en 98, le deuxième accessite, si ma mémoire est bonne. Mais bon, c'est pour vous dire, je méprise pas la langue arabe, je l'adore, mais c'est le latin. C'est une langue d'élite, c'est pas la langue du petit peuple. Or, le petit peuple, lui, pour l'instant, il est complètement perdu. Donc, il faut parler sa langue. Et si vous parlez la langue du petit peuple, donc le dialecte marocain, le dialecte algérien, le kabyle, vous allez même enlever le tapis sous Al Jazeera. Parce qu'elle parle arabe classique pour des raisons idéologiques, c'est la chaîne des wahhabites du Qatar. Elle peut pas parler d'autre chose. Sinon, il faut qu'elle parle la langue du Coran, sinon elle a plus d'argent, elle a plus de financement. Voilà, donc, les gars, vous avez entre vous une mine d'or. Entre vos mains, une mine d'or. Vous avez tout en France. Vous avez le pognon, vous avez les techniciens, vous avez les fréquences, vous avez tout. Vous avez le public, 10 millions de musulmans en France, qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être étonnés, divertis et autres. Faites le boulot. Mais là, ne le faites pas en français de Montesquieu, parce que personne ne le comprendra. Je suis sûr que je vous choque, hein, mais je choque surtout les gens de droite. Mais les gars, c'est pas ma faute, hein. Il fallait y réfléchir avant. Maintenant, il y a 10 millions de musulmans en France et une diaspora qui ne parle pas le français et qui n'est pas prête de le parler d'une manière suffisamment fine et raffinée pour comprendre le discours qui passe sur les chaînes du service public. Enfin, raffinement, service public aujourd'hui en France, c'est assez antinomique. Mais même si vous ressuscitiez des gens bien, et si vous avez des journalistes de haut niveau dans le service public aujourd'hui, qui disent des vérités, qui aiment la France, qui ne la détestent pas, je pense qu'aujourd'hui, pour travailler dans le service public, souvent, il faut cracher sur la France. Mais bon. Donc, même si vous avez ce monde idéal-là, les gens ne vous comprendraient pas parce qu'ils ne parlent pas bien le français. Donc, encore une fois, j'en ai encore sous le, comment on dit, en réserve, je ne donne pas toutes mes billes puisque, voilà, l'ennemi ne doit pas savoir toute notre stratégie et puis, l'écrit se prête mieux à ça. Communiquer avec les diasporas, ça veut dire aussi faire leur éducation politique. Parce que si vous communiquez avec eux en arabe ou dans les langues qu'elles comprennent, vous allez commencer à toucher les émotions. Si vous leur parlez comme un médecin ou comme un expert comptable, vous allez parler à la raison, c'est superficiel. Hein. Vous parlez au tripes des gens. Et quand vous parlez au tripes des gens, vous pouvez leur faire changer d'avis et les convertir à votre idéologie. Bonne nouvelle, le vote musulman de France existe, c'est déjà pas mal. Il est en train de se cristalliser. Ce n'est plus un vote qui va vers la gauche, parce que la gauche l'a trahi. La gauche lui a promis les papiers, lui a donné le droit à la différence, les SOS racisme et tout ça. Maintenant, la gauche le trahit avec la PMA pour toutes, le délire libertaire. Voilà. Le vote musulman ne se reconnaît pas là-dedans. Ce vote musulman se cristallise. Il est en train de dériver vers les listes communautaristes. Mais je vous disais, c'est une bonne nouvelle parce que ce vote musulman, il est conservateur, mais il ne le sait pas. Il est conservateur à la limite du réactionnaire, j'en ai parlé à d'autres occasions. Il est anti-tout, il est à la limite de la caricature, il est anti-PMA, anti-avortement, anti-LGBT, anti-liberté sexuelle, il est anti-tout. Il est plutôt proche de la droite. Hein. En réalité, c'est le vote populaire de droite que la droite n'a plus. Parce que le peuple français de souche, je le critique pas, je décris là. Le petit peuple de France, le prolétariat de souche, il est dans le monde de la liberté sexuelle, il a accepté les minorités, bon, c'est un progrès. Mais il a obligé la droite à se dédire et à faire son aggiornamento. Le vote musulman, il est de droite, dans la droite la plus, on va dire, la plus authentique, la plus conservatrice. Sauf qu'il ne sait pas qu'il est de droite. Lui se croyait de gauche, et là il va devenir islamiste, il va pousser la barbe et mettre le voile. C'est maintenant qu'il faut intervenir pour en convertir ne serait-ce que le tiers. Vous pouvez pas faire voter 10 millions de musulmans à droite. Hein, faut pas rêver. Mais si vous en faites voter 3 millions, 2 millions, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de sortir les progressistes du pouvoir, ou de les maintenir loin du pouvoir, et ensuite ça vous permet de couper, encore une fois, le cordon sanitaire, le glacis qui est en train de mettre autour de vous les islamistes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est 10 millions de musulmans azimutés islamisés contre une nation française libertaire, dissolue, décadente, gay pride et tout ça. C'est ça leur monde. Hein. Voilà, c'est ça leur monde rêvé. Hein. C'est une France qui vit dans
les libertés éternelles, illimitées, qui se coupe les veines avec la repentance, qui snique de la drogue, qui se détruit elle-même, qui se déteste, qui crache sur le drapeau, voilà, qui adore l'étranger, qui se déteste elle-même, et en face, 10 millions de musulmans islamisés. Ben, si vous voulez éviter ça, ben, il faudrait que vous récupériez, si ce n'est la totalité des musulmans, mais au moins une bonne partie, que vous les fassiez voter avec vous. Ben, ils vont pas voter à gauche, ils vont voter à droite. Voilà, donc c'est tout ça. Je dis pas ça parce que je suis de droite seulement. Je dis ça parce que il faut couper cette tentative d'encerclement. Ils veulent vous isoler. Donc il faut trouer cette forteresse qu'ils sont en train de construire autour de vous pour les empêcher de faire ce grand encerclement. C'est leur seul moyen de gagner. Enfin, le plus important, je l'ai réservé pour la fin, c'est la nécessité absolue d'une révolution copernicienne, une révolution morale, une révolution cognitive, une révolution dans le raisonnement. Elle a deux, comment dirais-je, elle a deux fondements que j'ai déjà un peu dévoilés. D'abord, l'idée fondamentale, et j'y crois très sincèrement, que l'islam est invité en France. Il a un rôle d'invité. Chez nous, en Maghreb, les invités sont très bien traités. Nous avons le sens de l'hospitalité. Les méchouis, les meilleures choses pour les invités. Eh bien, quand je dis que l'islam est un invité en France, il faut bien le traiter. Il ne faut pas tomber dans l'islamophobie, dans la xénophobie, voilà, ou faire des parallèles douteux entre l'islam et le nazisme. Je dis pas ça, hein. Je dis l'islam est invité en France, donc il faut bien le traiter avec courtoisie, mais il est juste invité. Il n'a pas vocation à être enraciné. Dès que l'islam s'enracine en France, ce n'est plus la France. Je ne vais pas me revenir sur l'explication qui sous-tend tout ça. Ça a déjà été fait. Je voudrais juste que vous compreniez ça. C'est-à-dire que tout ce que je dis là ne peut pas marcher. Toute cette politique-là, toute cette stratégie, elle est déjà suffisamment dure en soi, parce que c'est un travail sur soi à faire chez vous les Français. Mais aussi, elle ne peut pas marcher si vous ne comprenez pas que l'islam ne sera jamais authentiquement français. Je l'ai écrit dans ce livre qui est derrière moi, Mon père le Maroc et moi, en introduction, je dis on ne peut pas être français et musulman dans le plein sens du terme. Tout ce qu'on donne à l'un, on l'enlève à l'autre. Tout ce qu'on donne à l'islam, on l'enlève à la France. Et tout ce qu'on donne à la France, on l'enlève à l'islam. Donc on ne peut pas être l'un et l'autre de manière pleine. On va être un peu moins musulman si on veut être un peu plus français. Et plus on sera musulman authentiquement, moins on sera français. Eh bien, je vous dis, l'islam en France ne peut pas être enraciné. C'est impossible, c'est techniquement impossible, pour les raisons que je vais vous dire. Il faut vraiment que vous gardiez ça à l'esprit, parce que c'est ça votre support, c'est ça votre substrat qui vous permettra de tenir le coup. Parce que vous serez attaqué. Je serai attaqué en disant ce que je viens de dire. Et vous qui appliquerez cette stratégie-là, vous serez attaqué. Eh bien, il faut que vous gardiez à l'esprit que l'islam n'est pas un phénomène français ni européen. Il est invité, mais il ne peut pas être enraciné. Il ne peut pas faire partie de votre ADN. Cela ne veut pas dire, encore une fois, je me prépare contre les attaques des snipers, qu'il faut pas, il peut y avoir des millions de musulmans en France, des bons individus qui travaillent, qui vivent normalement, qui peuvent même devenir président de la République. Hein. Moi, c'est pas ça mon débat. Mon débat, c'est que ces musulmans-là, le jour où ils veulent appliquer l'islam complet, l'islam réel, l'islam authentique, eh bien, ils vous causent un problème. Et c'est là qu'il faut que vous puissiez leur dire, les gars, vous, en tant qu'individu, vous êtes français de papier et même réel, vous pouvez être français, même, je vous dis, président de la République, mais en tant que porteur d'une religion qui s'appelle l'islam, vous n'êtes que des invités. Donc vous avez des limitations. Vous avez moins de droits que le catholicisme en France. Vous voyez, cette subtilité-là, elle est évidente. Hein. Je ne suis pas en train de faire une logique de jésuite, hein, mais un discours de jésuite, mais il faut bien savoir ça. Deuxième révolution culturelle à faire, oui, révolution cognitive, j'appelle ça copernicienne parce qu'elle est réellement totale, il faut que vous appreniez, je dis ça à les hommes politiques, tout ça, à tendre la main aux Français de branche, ou moi j'appelle ça les nouveaux Français. Pour moi, il y a les vieux Français, c'est les Français d'origine chrétienne, voilà, catholique ou pas, mais voilà, qui viennent de ce tronc chrétien, de cette lignée chrétienne-là. Et il y a les nouveaux Français, qui sont non seulement des Français de papier, mais des Français voilà,
de tous les horizons. Dans les nouveaux Français, vous avez aussi des Asiatiques, hein, des Cambodgiens, des Laotiens. C'est pas parce qu'ils ne brûlent pas de voiture qu'ils font pas parler d'eux, ou qu'ils ne pleurnichent pas pour demander des quotas au César ou à l'administration publique qu'ils n'existent pas, ou qu'ils ne peuvent pas aider la France. Hein. J'ai plein d'amis cambodgiens de Paris, Sud Paris ou autres, voilà. Ils existent, ils font un petit bonhomme de chemin. Il y a les Chinois, il y a les Guadeloupéens, il y a... On oublie, hein. Donc, ces nouveaux Français, il faut leur tendre la main et les utiliser, et de manière sélective. Il faut tendre la main aux éléments les plus vertueux, les plus positifs. Parce que, comme je vous dis, il faut rompre cette tentative d'encerclement. Là, l'islamisme est en train de vous faire au lasso, il est en train de vous prendre comme ça. Il faut couper ce lasso-là. Parce que s'il vous coupe de la communauté musulmane de France, c'est fini. Il a gagné. Et donc, il faut que vous ayez, comme on dit les Anglais, diviser pour mieux régner. Il faut que vous divisez cette communauté musulmane en mobilisant les éléments les plus vertueux, ceux qui veulent jouer la carte de la France. Ils existent, ils sont nombreux. Alors, je ne sais pas si c'est la majorité. De toute façon, on s'en fout de la majorité. Parce que les révolutions, les batailles ne se gagnent pas avec les majorités. Vous voyez les bolcheviks, ils étaient 100 000 en Russie en 1917. Eh bien, ces 100 000 bolcheviks, à force de détermination et de cruauté et de violence, ils ont réussi à changer l'histoire de la Russie et à provoquer 70 ans de communisme. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est les musulmans modernes, les nouveaux Français, ces musulmans laïcs, sécularisés, s'ils sont pas nombreux, c'est pas très grave. Moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils soient pas violents. C'est très différent. Mais bon, ils sont comme ils sont, donc ils existent, donc il faut que le pouvoir public et les élites qui veulent vraiment régler le problème de l'islamisme en France, il faut qu'ils les attirent à eux, en les récompensant, en les mettant en avant. Et vous voyez ce que je veux dire, aujourd'hui les progressistes ne mettent en avant que les voyous. On a l'impression qu'il faut un casier judiciaire vierge pour serrer la main de certains ministres français. Ou pour... voilà, je m'arrête, hein, je ne veux pas être trop polémique. Pourtant, nous connaissons tous des dizaines de milliers de Français musulmans qui sont extraordinaires et qui n'attendent que le moment de servir. Et il faut les récompenser, il faut les amener à vous, parce que c'est eux qui vont diviser le front musulman, le front islamique que les islamistes sont en train de construire en France. C'est eux qui vont rompre l'unité de cette vague qui peut déferler sur vous. Et ensuite, il faut aussi, quand je dis il faut attirer à vous ces musulmans-là, il faut attirer les hommes et les femmes. Regardez quand même dans le gouvernement français, depuis Chirac, il y a presque pas eu de ministres musulmans, hommes. Quand on a fait l'ouverture avec Sarkozy, tout ça, ou même avec Macron, tout ça, dès qu'il y avait quelqu'un du Maghreb, c'était une femme. C'est même bizarre. Est-ce que les Maghrébins ne savent jouer qu'au foot? Ils sont bons qu'à jouer au foot, ou commettre des faits divers, ou faire du rap? J'en doute quand même, hein. J'en doute clairement, j'en doute. Pourquoi à chaque fois nous mettons seulement en avant des grandes dames d'origine maghrébine comme ministres? Pourquoi? Je vous dis ça parce que il faut être extrêmement lucide. Hein. Vous avez affaire à une communauté musulmane où il faut embarquer les hommes. Et les machistes et les patriarcales. Alors après, vous pouvez pas... C'est pas moi qu'il faut accuser. Comme disent les Anglais, il faut pas tirer sur le... Don't shoot the messenger. Ne tirez pas sur le messager. Moi, je vous dis comment fonctionne la civilisation que vous avez importée en France. Si elle vous plaît pas, il fallait pas l'importer. Maintenant, elle est là, il faut l'accepter comme elle est. Elle est patriarcale. Donc, si vous voulez agir sur elle, il faut que vous agissiez sur les hommes aussi. Les hommes et les femmes. Et pas seulement les femmes. Vous pouvez pas spécialiser les hommes dans le foot, le rap et le gangstérisme. Ou l'humour, allez, suivez mon regard, et les femmes vous dites, ah oui, là, on va vous prendre pour en faire des secrétaires d'État, des députés ou des ministres, et on va vous dire, voilà, vous êtes la diversité. Non, si vous voulez jouer, il faut jouer les hommes et les femmes, en sachant que l'homme a un statut très différent dans cette civilisation-là que dans la civilisation française. C'est comme ça, c'est pas ma faute, hein. Moi, je ne suis qu'un simple messager bienveillant. Donc si ces deux conditions sont réunies, si vous comprenez que l'islam en France ne pourra être qu'un invité, un invité traité courtoisement, avec courtoisie, mais seulement un invité, et si vous si vous tendez le bras aux musulmans de France qui veulent jouer le jeu, qu'ils soient hommes ou femmes, et j'allais dire surtout hommes, pour les raisons que je viens d'expliquer, eh bien à ce moment-là, vous avez une chance. Vous avez une chance de réduire la nuisance et de gagner cette bataille. Je ne dis pas que vous allez déraciner l'islamisme de France, vous ne pouvez pas le déraciner. Parce que
pour toutes les raisons que je vous ai expliquées dans cette vidéo et surtout dans la vidéo sur les préalables, que je résumerai en disant que il prospère sur un substrat humain, une matière humaine, qui est la matière humaine arabe maghrébine. Donc voilà, tant que cette matière humaine-là n'a pas changé, n'a pas évolué, ça dépend pas de la France, ça dépend d'elle. Tant qu'elle n'a pas fait sa révolution copernicienne à elle, sa révolution morale, eh bien elle créera toujours l'islamisme à intervalles cycliques. Ce que vous pouvez vous faire, et c'est là où ce que j'appelle le génie français, c'est conjurer ce déterminisme-là et éloigner de vous le maximum possible ces poussées de fièvre là, du djihadisme, contenir cet islamisme, au lieu qu'il soit comme ça, avec des grands pics de violence, eh bien vous le comprimez, vous le rendez comme une nuisance. Vous savez, c'est comme vivre, ça va être votre rhumatisme. C'est comme vivre avec un rhumatisme. Choisir entre un rhumatisme et un cancer, je pense que vous allez vivre avec un rhumatisme. Vous pouvez vivre avec un rhumatisme, pas avec un cancer. C'est ça, c'est ce que j'appelle réduire la nuisance. Si vous voulez vraiment enlever le rhumatisme, il faudra couper le membre. Et bien là, c'est dans une démocratie libérale et dans un pays humaniste comme la France, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà, une fois que vous avez réduit la nuisance, qui est déjà pas évident, et je pense que la vocation de cette génération, c'est de ressusciter le génie français pour qu'il applique la stratégie que je viens de décrire et réduire cette nuisance. Eh bien, vous aurez à régler l'autre problème, qui est peut-être plus important, et à mon avis plus fascinant pour les artistes, pour les politiciens, pour les hommes politiques, les scientifiques, les gens de lettres et de culture, c'est comment vous allez gérer deux peuples différents en France. Imaginons que nous avons réglé le problème de l'islamisme, c'est pas gagné. Imaginons que c'est réglé. Eh bien, vous aurez toujours deux peuples en France. Un peuple qui vient du Maghreb, qui est encore inséré dans un inconscient collectif maghrébin islamique, et vous avez le peuple de souche, ou le vieux français. Je ne connais pas beaucoup de pays, de nations qui ont réussi à faire cohabiter deux peuples sans accroc. Si vous en connaissez, vous me faites un coup de fil. Là où ça marche, ça s'appelle les empires. L'empire austro-hongrois, oui, effectivement. Mais un empire, c'est pas une république démocratique. Hein. Ça marche un peu en Malaisie, où il y a un multiculturalisme légal. Dans la loi, il y a des quotas, mais ça marche avec l'inégalité. En Malaisie, la communauté malaise, elle a des privilèges, donc elle a plus de droits que les autres communautés, notamment que la communauté chinoise, qui pourtant détient les clés de l'économie. C'est un pays un peu intéressant, bizarre, puisque vous avez les forces vives économiques sont les Chinois, et bien les Malais les dominent d'un point de vue politique, par des quotas, des facilités pour les élections, qui font que les Malais gagnent toujours les élections. Ils ont toujours la majorité au Parlement, et en plus vous avez les autochtones de Malaisie, qui ne sont ni les Malais ni les Chinois, et qui sont perdus. Voilà. Mais qui aussi ont un statut. Donc vous avez un régime profondément injuste, qui fonctionne. La Malaisie, c'est un pays qui se développe. C'est un pays, la Malaisie, c'est pas le Kosovo. Voilà, c'est un pays qui, j'allais dire sérieux. Je veux pas être méchant avec le Kosovar, mais vous m'avez compris, c'est un pays qui a une certaine signification, qui comme on dit en anglais, c'est relevant, qui participe de la mondialisation et il n'est pas comme un passager. Il est au siège du pilote. Il est dans le cockpit de la mondialisation. Voilà, donc ce sera le prochain défi de la France. Une fois que le problème de l'islamisme sera réglé, en tout cas que la nuisance sera ramenée à un niveau tolérable, c'est gérer la cohabitation, l'empilement, la coexistence, la promiscuité, appelez ça comme vous voulez, entre deux peuples sur le territoire de France. Moi, en tant que guillemets artiste, ça me fascine parce que ça donnera des magnifiques romans, des magnifiques films, parce que vous verrez, les arts français vont dépasser cette période terrible que nous vivons, que les Césars 2020 ont incarné, ont symbolisé cette période de médiocrité. C'est fini, ça va se terminer. Et vous allez voir des Balzac, des Flaubert, des Stendhal, des Proust, qui vont vous raconter cette France multiculturelle où il y a deux peuples. Ils vont vous raconter ça, des cinéastes, des poètes. Ça va se retrouver dans les arts. Vous allez voir, ça va être des arts très... moi, je suis très optimiste, là, pour le coup. Je suis pessimiste sur le volet politique, mais sur le volet artistique, esthétique, je suis assez optimiste parce qu'il y a tellement de contradictions en France aujourd'hui qui ne peuvent pas être réglées comme ça, qu'il y aura une tradition artistique. Il n'y a que l'art pour sublimer ça.
on sera obligé de faire du beau, de créer du beau pour ne pas devenir fou ou se taper dessus. Enfin, comment voulez-vous concilier dans une République française le phénomène LGBT et le phénomène islamiste? Ça ne peut pas marcher. Les deux vont finir par se chamailler ou se massacrer. Donc, les artistes qui renaîtront, pas ceux que nous avons aujourd'hui, enfin ceux qui sont dans le système, ceux que nous avons vus dans les Césars 2020, César et Cota. Non, je vous parle des vrais artistes, ceux qui ont du talent, qui sont habités par le beau. Eh bien, ils vont traduire ces contradictions. Imaginez un roman sur un mariage mixte entre un Marocain et une Française. Ça va être terrible. Enfin, ça peut être aussi savoureux, dire à la Marcel Pagnol ou je sais quoi. Ça peut, enfin, on n'est pas obligé de faire des choses très sérieuses. Mais je trouve que une page dorée, une page en or, un âge d'or de la littérature française et des arts en général nous attend. C'est le pari que je fais. Merci. Maintenant, on va passer au thème de qu'est-ce qu'il faut faire au sud de la Méditerranée. C'est important parce que tout pourrissement au sud infectera le nord. Même si vous réglez votre problème au nord de la Méditerranée, donc en France, si ça bascule au sud de la Méditerranée, ben vous allez avoir, par le biais des diasporas et de l'immigration, vous allez avoir des conséquences négatives. Donc on est obligé de sauver la France et de sauver le Maghreb. Sinon, on va tous couler ensemble. En attendant la troisième vidéo, cliquez sur like, partagez ce message et faites comprendre à l'algorithme de YouTube que ce message est important et qu'il mérite d'être diffusé. Merci, au revoir.